musclée, forte. Je pense qu'en tant que petite fille, en plus, c'est d'autant plus important pour plein de raisons, mais on va y revenir. Mais c'est des professions où il n'y avait jamais eu de femmes avant et j'ai travaillé qu'avec des hommes. Et oui, les hommes entre eux, ils sont très très durs. Donc c'est vrai qu'en habitant à Chamonix, tu perds beaucoup d'amis, de collègues. Moi, quand j'étais à Chamonix, je perdais environ un ami, collègue par saison, un hiver, un été. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Marion Poitevin. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, chers auditeurs, c'est la deuxième fois qu'on va enregistrer avec Marion. Pour la simple et bonne raison que la première fois, on avait une qualité sonore qui n'était pas au rendu attendu. Et donc, pour vos chères oreilles, chers auditeurs, j'ai préféré refaire un enregistrement. Alors déjà, merci beaucoup Marion d'avoir accepté de refaire cet enregistrement. Et les conditions ont un petit peu changé. Juste avant d'enregistrer ce premier épisode, tu étais enceinte. Maintenant, il y a un être de plus sur cette terre, donc félicitations à toi Marion, félicitations à vous deux, beaucoup de bonheur déjà, avant de commencer cet épisode. Comment vas-tu Marion ? Ça va mieux, je suis passée sous une dameuse là au moment de l'accouchement, je crois comme pas mal de femmes. Et voilà, mais comme dirait Pierre Desproges, l'accouchement est douloureux, heureusement la femme tient la main de l'homme, ainsi il souffre moins. Donc papa va bien. Ah, c'est beau ça, je connaissais pas. C'est vrai qu'on en chie aussi. Hein. J'ai des copains qui ont fait des malaises pendant l'accouchement de leur femme, donc oh c'est les vrai, pauvres. c'est pas une place facile. Hein. Ouais, hein, non mais vraiment. Hein. Ouais, non, c'est vrai, il y a écoutez, un copain avec qui sa femme avait on avait dû sortir le bébé avec les forceps. Il voyait sa femme souffrir, il a fait un malaise. Il nous écoute pas, ouais. donc je peux dire ce que je veux sur lui, pas de souci. Enfin voilà, c'est fait, bébé va bien. Maman va mieux. Bébé va bien, maman va mieux, papa est ravi, tout le monde va bien. Voilà. Super. Bon, écoute, super. Alors Marion, si tu veux bien, je te propose de te présenter pour commencer cet épisode, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Marion Poitevin, j'ai 37 ans, je suis secouriste CRS Montagne à Albertville, donc sur le département de la Savoie. Donc, je dépends de la police nationale. Je suis guide de haute montagne et présidente d'un club d'alpinisme qui s'appelle Lead the Climb, qui propose des stages pour les femmes de formation à l'autonomie à l'alpinisme. Et je suis maman d'une petite fille de 3 ans et d'un bébé de 10 jours. Voilà. Ah, c'est une belle présentation qui me donne envie de rebondir sur plein de sujets différents. Alors, comment t'es venue cette passion de la montagne et cette envie de grimper ? C'est une bonne question parce qu'on n'a pas de réponse, quoi. Il y a des fois, il y a des gens, ça leur prend aux tripes et il faut absolument qu'ils soient là-haut. Puis il y a des gens, ça leur fait rien et puis ils passent leur chemin et ils vont faire autre chose. Moi, quand j'étais petite, mes parents étaient très très sportifs. Ils nous emmenaient toujours nous balader. J'ai grandi en Haute-Savoie, nous balader sur les chemins. Mon papa, il savait faire tous les sports. Alors du coup, il était moniteur de plein air, ça n'existe plus. Mais du coup, on faisait du parapente, du deltaplane, de la spéléologie, du ski. De la voile, du canoë-kayak, du VTT évidemment, enfin voilà, on a fait vraiment tous les sports possibles. Mes 2 parents étaient profs, alors on avait un peu de temps pendant les vacances. Et moi j'ai vraiment accroché, j'adorais être dehors, j'adorais me challenger, j'adorais me sentir musclée, forte. Je pense qu'en tant que petite fille en plus, c'est d'autant plus important pour plein de raisons, mais on va y revenir. Et tout ça, c'était avec mon frère cadet de 1 an. Et mon frère, il a pas du tout accroché au sport de montagne. Lui, il est parti sur Paris, travailler en tant qu'ingénieur. Et
Voilà, donc c'est un mystère pourquoi certains ça leur apporte plein de choses et c'est hyper important. Moi, j'étais complètement accro. À partir de 15 ans, j'ai fait ma première course de haute montagne avec mon papa. Et puis après, assez rapidement, j'avais plus besoin de lui. Et puis, je trouvais du monde un petit peu sur Internet, dans les refuges pour aller grimper. Et je faisais que ça. Je pensais qu'à ça, ouais. Alors du coup, pour y revenir, ouais, je pense que c'était d'autant plus important en tant que jeune femme de faire un sport exigeant parce que du coup c'est vrai que quand t'es là-haut t'as pas ces pressions là de diktat de la beauté, ce qu'on appellerait comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans il n'y avait pas encore ce mot-là qui existait vraiment, en tout cas moi je le connaissais pas, et c'est vrai que quand t'es là-haut bah tu t'en fiches si tu t'es pas rasé les jambes ou les aisselles, tu vois, tu peux transpirer de partout, tu peux mettre le même t-shirt pendant 3 jours, en fait quand t'es là-haut on s'en fiche quoi, alors qu'en bas ben le collège, le lycée c'est hyper exigeant, c'est hyper dur, surtout pour les filles, les garçons aussi ils sont durs entre eux, hein, mais les filles il y a vraiment une dimension en plus, on se trouve toujours trop grosse ou pas assez, trop frisée ou pas assez, trop maquillée ou pas assez, enfin il y a toujours un truc, on est vraiment mal dans sa peau à cette période-là, et c'est vrai qu'être là-haut, ben moi je me sentais bien, je m'en fichais de comment on s'habillait, il y avait personne pour regarder ou pour juger, et je me sentais plus libre, et puis c'est vrai qu'en tant que jeune femme aussi, c'était important de physiquement me sentir forte, c'est-à-dire que quand tu fais des courses d'escalade, des randonnées un peu longues et que tu marches pendant 10, 15 heures, parfois 20 heures, et tu te lèves à 2 heures du matin pour marcher sur les glaciers, enfin voilà, c'est assez exigeant. Assez rapidement, tu peux avoir des grosses épaules, de porter des sacs lourds avec tout le matériel, des bonnes cuisses à force de faire du ski de randonnée. Bon, ça m'a valu quelques remarques du genre Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles, voilà, c'était le surnom que m'avait donné un des gars à l'escalade. Bon, c'était pas très agréable d'être comparé à une bête monstre de guerre, quoi, surtout quand t'es une petite nana, voilà, de 15-16 ans, que t'essayes de t'affirmer en tant que femme, de chercher ta féminité, de t'intéresser aux garçons, accessoirement. Voilà, c'était pas forcément un compliment, mais bon, d'un autre côté, ben j'étais forte et je me sentais du coup très forte et plus sûre de moi, et ça me dérangeait pas de me balader un peu n'importe où en ville, et ça m'a, je pense, donné beaucoup de confiance en moi pour entreprendre aussi des choses d'un point de vue professionnel. Et c'est vrai qu'en tant que jeune femme, je pense qu'on a toutes intégré à un moment qu'on est potentiellement des victimes d'agressions sexuelles. On a tout intégré que s'il nous arrive quelque chose, c'est qu'on n'était pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, et pas habillé correctement, et qu'on l'a peut-être un peu cherché, et que du coup, ben, d'avoir des gros biscottos, ben, t'es un petit peu plus tranquille, voilà, par rapport à ça. Tu sais que tu peux te défendre et tu peux t'en sortir, et je courais très vite, et ça m'a malheureusement servi, mais pas à chaque fois, voilà, c'est ce que je raconte aussi dans mon témoignage. Mais je l'ai pas dit dans la présentation, je suis aussi autrice d'un livre qui s'appelle Briser le plafond de glace, où je raconte tout mon parcours professionnel et toutes mes réflexions qu'on va un petit peu étayer là pendant 1 heure. Mais il y aura pas tout, hein. Il y en a encore dans le livre. Voilà. Donc pourquoi l'alpinisme, on va en garder sous la... Voilà. Pourquoi l'alpinisme, on sait pas trop, mais en tout cas, je pense aller... qu'en tant que jeune femme, il y avait un peu toutes ces raisons-là qui étaient là. Voilà. Eh ben c'est encore une fois, j'ai envie de rebondir sur plein de choses, et c'est effectivement on va pas tout détailler ce qu'il y a dans le livre. C'est un livre que j'ai commencé à lire, et c'est ce qui a provoqué notre échange aujourd'hui. Je remercie Sabine Erström qui est passée sur le podcast aussi, qui a partagé en fait ton livre, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc j'invite tous les auditeurs à le lire, et puis donc Briser le plafond de glace, je mettrai le lien dans la description pour aller le retrouver directement. Tu dirais que l'adolescence, alors j'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet, toi j'ai l'impression que tu l'as fait, c'est plus dur pour les femmes que pour les garçons? Non, je pense que pour les garçons, il y a aussi quand même des obligations sociétales qui pèsent, qui sont assez lourdes. Voilà, les clichés sexistes, c'est que les garçons, ils doivent être forts, ils ont pas le droit de pleurer, d'exprimer leurs sentiments. Entre eux, ils sont très très durs, les hommes. Moi, j'ai travaillé dans j'ai exercé des professions exclusivement masculines. Depuis que j'ai 23 ans, je suis entrée à l'armée, et à 30 ans, je suis entrée à la police nationale, dans le domaine de la montagne à chaque fois. Mais c'est des professions où il n'y avait jamais eu de femmes avant, et j'ai travaillé qu'avec des hommes. Et oui, les hommes entre eux, ils sont très très durs. Voilà, il y a une forte, on va dire, fraternité entre eux. Ils sont très solidaires, mais ils sont aussi très exigeants entre eux.
Voilà, c'est une sorte de virilité toxique. Voilà, c'est un peu toujours la compétition. Malheureusement, c'est encore ces clichés de qui c'est qui a la plus longue, et surtout dans les milieux sportifs et dans ces milieux professionnels, j'imagine. Et du coup, c'est exigeant. Entre eux, ils sont très durs, quoi. S'il y en a un qui est un petit peu moins fort physiquement ce jour-là, on va lui faire sentir, quoi. Et il faut pas, voilà, faut pas être faible, quoi. On perd beaucoup d'amis en montagne. Il faut quand même continuer à aller là-haut. Faut quand même continuer à exercer son job. Et voilà, donc ça change, ça change quand même. De plus en plus, attention. On se rend compte qu'il est important, quand on part en montagne, donc dans des milieux qui sont périlleux, dangereux, on se rend bien compte qu'il faut être bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Et maintenant, voilà, de plus en plus, les gars, ils prennent le temps le matin au café voilà, d'étaler un peu leur état d'âme, de dire, voilà, en ce moment avec ma copine, c'est compliqué, et ça les brasse, et ils savent qu'ils seront pas à 100% ce jour-là, donc le reste de l'équipe en tient compte. Voilà, ça commence à évoluer, mais voilà, ça fait 17 ans maintenant que je suis dans la fonction publique au milieu de ces bonhommes, et dans l'ensemble, ouais, bien sûr, ils sont durs entre eux, ouais. Donc je pense qu'à l'adolescence aussi, ils sont très exigeants, mais il y a moins cette apparence physique, voilà, cette pression de l'apparence physique qui est très forte chez les jeunes filles et qui dure quand même toute la vie. Enfin, je veux dire, il y a que les filles qui se rasent les jambes, pourtant ça sert quand même vraiment à rien de se raser les pattes. Il y a les cyclistes aussi. Et les cyclistes, ouais, c'est vrai. Mais eux, ça sert pas à rien. Non, c'est vrai que c'est pas une pression esthétique, c'est voilà, soi-disant une raison de sécurité. Bon, je connais pas très bien ce milieu-là, mais voilà, c'est un peu différent. J'ai entendu dire que c'était parce que si jamais tu tombes, si jamais il faut mettre un pansement dessus, ça sera plus efficace. Bon. Bah oui, exactement, ouais, c'est ce qu'ils disent à chaque fois, ouais. Après, j'en sais rien, moi je suis jamais tombée sur le macadam, alors j'ai jamais vu non plus. Mais ouais, effectivement, mais c'est pas pour des raisons esthétiques en tout cas. Et s'ils le font pas, on va pas leur en tenir rigueur, quoi. Alors que, en tant que femme, essaye de te balader avec une petite jupe et des jolies chaussures et des jambes pas rasées, t'auras forcément une remarque au cours de la journée. C'est impossible que ça passe inaperçu, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu vois, du coup, depuis notre premier échange, j'ai remarqué quelque chose qui avant, en fait, m'avait pas choqué plus que ça, et en fait, à y réfléchir, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis inscrit dans une salle de CrossFit qui est ultra bienveillante, ça s'appelle CrossFit Be Safe. Ils sont vraiment très axés santé, bonne position, etc. Et quand ils donnent les poids qu'on doit mettre sur les barres, il y a un poids pour les hommes, un poids pour les femmes. Moi, je suis totalement débutant dans ce sport. L'haltéro, c'est pas du tout mon truc. Et bien souvent, je suis dans le poids femme. Du coup, l'autre jour, je dis à la coach, je dis, mais en fait, c'est quoi? C'est que je suis une gonzesse. C'est quoi le problème? Et toi, qui es meilleur que moi, tu prends bien plus que ce que prennent les hommes. Alors que c'est quoi? C'est que t'es un bonhomme? Non. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et elle m'a dit, ouais, non, mais le milieu du CrossFit, on a encore un peu de retard à ce sujet-là. Tu vois, il y a encore du travail. Je pense que c'est pas que le CrossFit, c'est tous les sports qui sont comme ça. C'est-à-dire que au tennis, les gars ils jouent plus de 7. Ils jouent plus longtemps que les femmes. Bon, pourquoi? Tu sais pas. Le sport à l'école, et ça j'en parle dans mon livre, c'est vrai que le sport à l'école, moi je me souviens, j'étais en 4e, en 4e, j'étais réglée, j'étais grande, j'étais formée. J'étais une petite femme, quoi. Et il y avait des garçons, ils avaient pas passé la puberté, ils m'arrivaient à l'épaule, ils sont pas forcément très intéressants, les garçons 4e, ils sont un petit peu décalés, on va dire, dans la puberté. Et par contre, je me disais, mais c'est pas cool, parce que là, on fait un cycle de course à pied, ils ont des barèmes différenciés, et les garçons, ils doivent courir plus vite pour avoir la même note que moi. Mais sauf qu'ils font une tête de moins que moi, et ils sont pas sportifs. Ils ont juste aucune chance d'avoir une bonne note en course à pied, alors que moi, je vais avoir un plus de 20 sur 20, quoi. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas cool pour eux. Mais en fait, ce qu'on essaye de nous balancer, c'est que quand t'es une femme, de toute façon, que tu sois grande, sportive, black, voilà, dans tous les cas, tu courras moins vite qu'un homme, donc on va te mettre un barème plus facile. Et c'est ça qu'on nous balance depuis toujours, et dans tous les sports, les femmes, elles ont des barèmes plus faciles. Et pour autant, on remarque de plus en plus qu'il y a certains types d'efforts, donc les efforts longs, les ultra-trails, les femmes, elles se débrouillent très bien, quoi. Et puis surtout, on remarque que porter des grosses charges,
Les femmes elles peuvent le faire en fait. C'est aussi une question d'entraînement, de préparation, de posture, et c'est bien plus complexe que juste avoir des hormones, d'un peu de testostérone quoi. Ça suffit pas. Hein. J'ai une autre anecdote où je m'entraînais en slalom parce que j'ai commencé le monitorat de ski alpin à 30 ans. Donc là je suis monitrice de ski alpin stagiaire. Et j'ai commencé le piquet, j'avais jamais fait de club de ski alpin, j'ai commencé le piquet à 30 ans, et à la fin de l'entraînement, donc je m'entraînais beaucoup avec des ados, avec des clubs de ski, avec des gamins, et à la fin de l'entraînement, il y avait 2 bottes de piquet posées par terre, et on était 2. Donc il y avait moi, et puis un grand échalas de 17 ans qui venait de faire sa poussée, et qui était grand mais tout maigrichon, et le coach me dit, écoute, si tu veux prendre une botte de piquet, tiens, là il y a une botte de fille, parce que la botte de piquet était plus petite. Je dis, ben non, c'est pas une botte de fille, c'est une botte pour le grand échalas. Il a jamais porté des charges lourdes, il sait pas comment faut se placer, il a pas du tout la musculature adaptée, là, ça se voit, quoi, elle était pas encore là, sa musculature. Donc non, j'ai pris la grosse botte de piquet, et c'était pas une histoire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'était juste que c'était quand même plus logique de faire dans ce sens-là, quoi. Mais voilà, ce qu'on nous balance régulièrement, c'est que oui, les filles sont pas fortes pour porter des grosses charges, et sont de toute façon moins fortes que les hommes, c'est de base, hein. Voilà, c'est le postulat de base. Et moi, il m'a fallu personnellement assez longtemps pour vraiment me rendre compte que, non, en fait, une femme entraînée est plus forte qu'un homme. Et quand il a fallu se présenter au probatoire du diplôme de guide de haute montagne, donc c'est un examen qui a lieu une fois par an, il y a à peu près 150 candidats, il y en a entre 40 et 50 qui vont réussir toutes les épreuves, le ski et l'escalade, et la glace, et il y a une dizaine de femmes qui se présentent tous les ans. Donc voilà, je me disais, mathématiquement, il faut que je sois meilleure que 100 bonhommes. Voilà, s'il y a 150 candidats au départ, 40-50 à la fin. Faut que je batte 100 bonhommes. Et depuis toujours, on te dit que les mecs, de toute façon, ils sont plus forts. Donc là, psychologiquement, il a fallu que je me botte un peu les fesses de me dire, non, mais attends, Marion, toi, t'es entraînée. Les autres aussi sont entraînés, mais ils sont peut-être pas aussi bien entraînés. Toi, t'es entraînée, t'es prête, et t'as les crocs, et il y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Donc, il arrive un moment où on te demande d'avoir le même niveau que les mecs, alors que pendant toute ta jeunesse, quoi, on va dire, on te prépare pas du tout à ça. À chaque fois, on te donne des barèmes plus faciles, on te donne des notes plus faciles, et là tout à coup quand t'arrives dans les diplômes professionnels à l'âge adulte, il faut que t'aies le même niveau que les gars, et il faut rattraper ce décalage, quoi. Donc c'est pas évident, quoi, et c'est pas très juste. Enfin bref, du coup ça nous amène aussi sur cette question de est-ce qu'il faut faire des barèmes différenciés pour des tests d'entrée pour ces diplômes sportifs par exemple. Pour moi c'est une évidence que oui, parce que depuis le début on nous demande moins, et là tout à coup il faut qu'on ait le même niveau que les gars, c'est pas très équitable. Je pense qu'il faut effectivement faire des barèmes différenciés pour rentrer en formation, mettre en place des choses pour rattraper le niveau pendant la formation, et en sortie de formation avoir le même niveau que les hommes, parce que oui c'est possible, quoi. Et est-ce que la solution, ce serait pas juste de mettre le même barème depuis le départ ? Ah bah oui, c'est sûr, ce serait idéal, mais je crois que là, il faudrait aller voir dans toutes les écoles, dans tous les clubs de sport, il faudrait changer toutes les règles de tous les sports, et ouais, là, c'est compliqué, mais ce serait carrément idéal, ouais, parce que y a pas forcément de raison, quoi. Tout à fait. J'aime bien être utopiste, des fois. Ouais, non, mais il faut, hein. Alors ça nous amène à la question NAC, qui est le partenaire du podcast pour cette année 2023, et justement je parlais du CrossFit tout à l'heure. Moi je prends juste après le CrossFit leur poudre protéinée à la vanille, parce que j'ai une alimentation qui est principalement végétarienne, et du coup je prends ça en supplément pour récupérer juste après mes séances. Donc je vous mets un lien dans la description avec le code Planet Try, vous aurez une petite réduction de 15% sur votre commande. Donc n'hésitez pas. Et NAC, ils avaient une question pour toi, Marion. Justement, c'est toutes ces différences qu'il y a entre les hommes et les femmes qu'on vient de citer. On a cité pas mal de choses qui sont un petit peu négatives. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées qui vont quand même dans le bon sens sur l'évolution de la place des femmes dans le sport ? Ah oui, bien sûr, ouais. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, il y a quand même plus de bienveillance dans les hommes entre eux, dans mes milieux professionnels. Il y a plein de groupes, les fédérations. Donc moi, je travaille beaucoup évidemment avec les fédérations de montagne, la FFME, Fédération française de la montagne et escalade, et la FFCAM.
le club CAF, quoi, le Fédération française des clubs alpins de montagne. Donc il y a 2 fédérations en France pour s'occuper des sports de montagne. Et là, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place. Les groupes non mixtes, donc les groupes féminins, ça c'est absolument indispensable, que les femmes puissent pratiquer entre elles, avoir un espace temporel, géographique, où elles puissent vraiment se débarrasser de ces clichés sexistes qui leur collent aux chaussons, aux crampons, enfin voilà, au ski, tout ce que tu veux, comme quoi les femmes sont moins fortes physiquement, sont nulles en orientation, elles ont toujours envie de faire pipi, elles ont toujours froid, enfin voilà, tous ces clichés-là, quand t'es qu'entre femmes, t'en as plus, et tu peux vraiment te concentrer sur ta performance et ce que tu dois faire, et ça, les fédérations, elles font vraiment des gros efforts dans ce sens-là. Au niveau des administrations, des centres de formation, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour encourager les femmes à devenir monitrices d'escalade, donc ils font attention à recruter des formatrices pour montrer que bah voilà, les femmes sont les bienvenues. Vous aurez même des formatrices avec vous sur les stages, et ça met quand même plus en confiance d'avoir une femme qui t'emmène, qui t'explique plein de choses que quand c'est un homme, parce que bah l'air de rien, tu te dis ouais non mais elle est un peu plus comme moi, quoi. Si elle peut le faire, moi je peux le faire. Il y a pas de raison, il faut que je me donne les moyens. Et puis par contre, je dirais que là où il y a encore beaucoup à faire, ce serait au niveau des partenaires privés, parce que malheureusement au niveau des marques, moi j'ai vraiment eu des expériences très très décevantes, et quand je vois encore ce qui se passe au niveau aussi médiatisation des sportives en alpinisme, c'est une catastrophe. Tu ouvres un magazine de montagne, et ben tu vas avoir 70-80% des pages qui vont parler d'une performance d'un alpiniste, et puis quelques pages sur des femmes, et puis aussi quelques pages sur des femmes qui font des choses mais en couple. Ça c'est encore c'est bien, mais du coup ça veut dire que t'es obligé d'avoir un mec alpiniste pour pouvoir faire les choses intéressantes en montagne, je sais pas. Faut-il coucher pour réussir? C'est quand même c'est quand même ça pose un peu débat. Donc c'est chouette, hein. Attention, moi j'ai eu aussi des compagnons alpinistes, ça m'a permis de faire des belles courses, mais voilà, ça reste quand même une façon de pratiquer un peu différente. Donc voilà, ouais, au niveau des partenaires privés, ben on voit que les femmes sont moins sponsorisées. Pourtant, les femmes voilà, les chiffres, c'est encore qu'elles gagnent 30% de moins que les hommes en France. Elles gagnent 10% de moins avec les mêmes salaires, mêmes compétences, mêmes diplômes. Et malheureusement, ça se vérifie en alpinisme, voire plus, quoi. Voilà, il y a très peu de femmes sponsorisées par les marques, il y a très peu de femmes qui sont mises en avant dans les médias, et voilà, aujourd'hui encore en 2022, il y a des clips promotionnels qui sortent d'une marque où tu verras aucune femme en train de faire de ski ou d'alpinisme ou d'escalade, quoi. Il y a que des mecs, voilà, entre eux qui sont en train de faire leur performance, et là je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire, ouais. Donc au niveau des administrations, au niveau des fédérations, il y a vraiment des gros efforts qui sont mis en place, donc ça bouge bien. Mais par contre au niveau des partenaires privés et des médias, je trouve que c'est encore un petit peu limite. C'est vrai que la recherche de partenaires quand on est aventurier, athlète, sur des sports qui sont pas ultra médiatisés ou ultra populaires, parce que ça va ensemble, hein. Si un sport est populaire, il est forcément médiatisé, et vice-versa, et puis c'est un cercle vertueux. C'est compliqué pour tout. J'en ai parlé avec plusieurs personnes qui pratiquent l'aventure, l'exploration sur ce podcast, et du coup, ce que tu nous dis, c'est que si en plus t'es une nana, c'est encore plus compliqué, et je l'ai vérifié avec Marie Léotet, qui a fait le tour du monde en courant, dans une conférence que j'ai animée pour le Brest Urban Trail, et elle nous disait que elle avait envoyé une demande de partenariat pour pousser parce qu'elle avait une poussette pour mettre son équipement, et elle a demandé un petit partenariat juste pour avoir du matériel de rechange, hein. Et quand même une aventure assez folle, hein, faire un tour du monde en poussant une poussette. Le retour qu'elle a eu de ce fabricant de poussettes, c'est attention, vous utilisez notre équipement à des fins qui n'est pas prévues par la réglementation. Nous déchargeons toute responsabilité. Et bref, elle a eu aucun partenaire pour ce projet, quoi. Donc c'est assez dramatique quand même. Mais bon, c'est une parenthèse sur le partenariat et la recherche de sponsors pour pratiquer son sport. C'est toujours un sujet un petit peu compliqué. Comment est-ce que toi, tu dirais que tu as réussi à passer ces barrières quand d'autres s'arrêtent et n'essayent même pas de les franchir?
Pour finir, pour les partenaires, j'ai pas évidemment, j'ai oublié de raconter l'anecdote quand même la plus marquante, c'est que quand je suis tombée enceinte, moi j'avais 2 partenaires matériels avec qui je travaillais depuis 6 années. Ils me donnaient chacun 2500 € de matériel, donc voilà, pas d'argent, mais ça me permettait de pouvoir renouveler mon matériel et de pouvoir évoluer en sécurité avec le meilleur matériel qui existait. Et quand j'ai annoncé ma grossesse à mes partenaires, il y en a un qui m'a pas sollicité pour faire un clip promotionnel de la marque. Donc l'année suivante, ils sortent un clip, il y a pas de femme. Je leur fais la remarque, ça leur plaît pas, ils me virent. Et mon autre partenaire me dit, comme t'es enceinte cette année, vu que tu vas pas faire grand chose, on va diminuer ta dotation. Je leur ai dit que c'était illégal, article 225-1 du code pénal, discriminatoire, et ils m'ont dit, ah oui, d'accord. Bon, ils m'ont envoyé ma dotation complète, mais l'année suivante, ils m'ont viré, sous prétexte que j'étais pas assez communicante et pas assez connue. À savoir qu'aujourd'hui en France, on est 2 femmes à être secouristes en montagne, guides de haute montagne. En plus, je suis maman, je suis présidente d'un club CAF, je fais des podcasts, enfin bon, bref, c'est juste hallucinant. Je suis quand même aujourd'hui la plus diplômée dans les sports de montagne en France et j'ai pas de partenaire matériel. Et voir mes anciens partenaires historiques m'ont viré quand j'ai annoncé ma grossesse, quoi, en gros. Voilà, l'année de ma grossesse, je perds 5 000 € de dotation matérielle. Pour ne pas les citer, ces marques-là, c'était Petzl et Millet. Enfin, c'est nos belles marques françaises avec lesquelles j'étais quand même très fière de travailler. Et ça s'est fini comme ça, quoi. Suite à ma grossesse, à seulement, du coup, ma première grossesse, c'était à 34 ans. Donc, c'est des partenaires, normalement, tu peux les garder jusqu'à 40 ans. Puis après, faut renouveler un peu et faut laisser la place aux jeunes. Et ça, je peux bien l'entendre. Mais bon, j'avais 34 ans et c'est un âge où il y a encore plein de gars qui sont sponsorisés et papa, et ça ne pose aucun souci dans leur carrière, voire ils sont même encore plus encouragés à travailler en tant que guide et à réaliser des choses en tant qu'athlète parce qu'ils doivent en plus subvenir aux besoins de leur famille. Vous voyez, ça s'inverse, quoi. Alors que nous, on est plutôt mis au banc de touche parce que tu dois t'occuper de tes enfants. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai vécu moi ma première grossesse et c'était pas très agréable. Donc la deuxième, j'avais déjà plus de partenaire, donc là c'était quand même plus facile. La pilule était plus facile à avaler, forcément. Et voilà, donc c'était pour finir sur les partenaires, pour vous dire qu'aujourd'hui, en 2000, la petite est née en 2019, c'est encore comme ça en 2019 dans le monde de la montagne. Voilà, alors pour répondre à ta question, pourquoi j'ai continué là où d'autres ont arrêté, déjà ça concerne que des femmes évidemment parce que du coup, rapidement, mon parcours, j'étais la première femme au groupe militaire de haute montagne. C'est le groupe d'élite de l'armée de terre en matière d'alpinisme, la vitrine de la performance en matière d'expédition lointaine. Et depuis sa création en 76, je crois, il n'y avait jamais eu de femme. Et moi, je suis arrivée en 2008. C'est une dizaine d'alpinistes militaires. Donc, j'ai rejoint l'armée à 23 ans. Je suis restée 3 ans et demi dans ce groupe d'élite et puis ensuite j'ai demandé à devenir instructeur montagne à l'école militaire de haute montagne, donc ça aussi c'est à Chamonix. Depuis sa création en 1930, il n'y avait jamais eu de femme à ce poste-là. Moi je suis arrivée en 2012. Donc voilà, il a fallu quand même 80 ans avant de voir une femme avec des crampons instructeur montagne à Chamonix dans l'armée de terre. Et voilà, également 3 ans et demi. Et puis j'ai quitté l'armée de terre pour plein de raisons. Et je suis rentrée à la police nationale pour rejoindre le secours en montagne. Parce que les missions de la police, c'est aussi le secours à la personne. Protection des populations, donc le secours à la personne en milieu périlleux, on le fait par moyen héliporté, et donc ça c'est la police nationale qui s'en occupe en partenariat avec la gendarmerie, les PGHM. Donc ça j'ai rejoint cette spécialité en 2016 et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais eu de femme avant moi. Donc voilà, c'est un peu aussi un concours de circonstances puis d'opportunités. Alors pourquoi j'ai persévéré dans ces voies-là, parce qu'en fait moi j'avais envie d'avoir un job intéressant. On passe quand même beaucoup plus de temps à bosser qu'à s'amuser. Sauf quand on a la chance d'être rentier, mais c'était pas mon cas. Donc je me suis dit, il faut un job où je m'éclate, quoi, parce que sinon ça va être long, la vie professionnelle. Donc au début, je me disais, peut-être prof comme mes parents, tu vois, comme ça j'aurais des vacances pour grimper, skier, mais c'était pas assez. Moi, j'avais envie d'être en montagne tout le temps, quoi. Et donc je me suis organisée pour atteindre cet objectif-là. Donc je m'entraînais à fond, je visais le diplôme de guide de haute montagne, et puis et finalement il y a eu des opportunités professionnelles qui sont arrivées, comme cette entrée au groupe militaire de haute montagne. C'est le commandant du GMHM qui s'est dit, il y a l'air d'avoir des nanas motivées pour faire du haut niveau. Après tout, pourquoi pas prendre une femme? On n'en a jamais eu. Donc, j'ai postulé et ça a marché. Donc là, c'est un mélange de discrimination positive, on va dire, puisque clairement j'ai été prise parce que déjà à 23 ans, même si je faisais partie des meilleures alpinistes femmes,
j'étais loin du niveau des meilleurs alpinistes hommes. Mais tout ça, c'est un mélange de plein de choses. C'est pas juste, on va dire, les compétences physiques. Hein. C'est aussi, j'avais moins d'opportunités, moins de personnes avec qui grimper parce qu'on est très peu de femmes. J'avais moins de sponsors. J'avais, voilà. Donc finalement, ça plus mis moins confiance en moi parce que, on va dire, en tant que femme, tu te mets vite des barrières mentales à te dire ouais, mais bon, quand même, je sais pas si je suis capable de partir pour telle ou telle course. Donc finalement, t'oses moins partir pour des grandes courses et donc voilà, tout ça fait qu'à 23 ans seulement, la différence entre les meilleurs alpinistes hommes et femmes, elle est énorme. Donc quand le commandant du GMHM, Thomas Faucher, il m'a recruté, il avait bien conscience que j'avais quand même un moins bon niveau technique et physique, mais il avait aussi conscience que j'avais un gros potentiel et une énorme motivation. Donc j'ai été recrutée sur ces critères-là. Donc clairement, c'était de la discrimination positive. Mais derrière, tu peux être victime de discrimination positive. C'est-à-dire que même si tu fais tes preuves, ce que j'ai fait, même si tu rattrapes le niveau technique et physique des autres alpinistes que j'ai fait, comme à la base, t'as été prise juste parce que t'étais une femme, ça te suit toute ta carrière et t'es coincé, en fait. T'as beau faire tes preuves, t'as beau rattraper le niveau, ouais, mais à la base, t'as été prise juste parce que t'es une femme, donc t'as jamais ta place, t'es jamais vraiment légitime et c'est pas très agréable au quotidien. Accessoirement, j'étais quand même la meilleure des femmes à ce moment-là, mais ça, voilà, il y a quelques-uns, on va dire, ont vite fait le raccourci et vite fait de dénigrer ma position et puis voilà, j'étais un peu dérangée de me voir au milieu de ce groupe d'élite et parmi eux. Donc c'est pour ça que j'ai fait que 3 ans et demi. Mais en tout ça pour dire que si j'avais postulé pour ce groupe-là, à la base, c'est vraiment parce que j'avais envie d'avoir un job chouette. Je voyais pas pourquoi je devrais aller en montagne que les week-ends alors que il existait ces opportunités professionnelles. Il existe des jobs où on peut être payé à grimper et je voulais en profiter, quoi, on va dire, quitte à rejoindre l'armée de terre parce que c'est vrai que ça faisait pas partie de mes projets professionnels à la base, mais voilà, il se trouve qu'à l'armée de terre il y a des opportunités qui peuvent être vraiment chouettes et j'ai vécu vraiment des belles années à l'armée de terre et c'était des super opportunités professionnelles. Et voilà. Donc ce qui m'a motivée, c'était d'être en montagne, c'était d'avoir un job, c'était de vivre cette passion à fond, quoi, du lundi au vendredi. Ouais, c'est quand même une belle raison, quoi, de la passion de son activité de sport, sportive. D'en faire un métier, c'est quand même un rêve, je pense, pour beaucoup, surtout quand on est comme ça ultra passionné et qu'on ne s'imagine pas faire autre chose de sa vie, de pouvoir en faire son métier, c'est chouette. Mais tu avais aussi le choix d'être monitrice, prof d'escalade, tous ces sujets-là. Pourquoi être rentrée dans ce groupe militaire ultra masculin d'élite, parce que monitrice d'escalade, j'ai exercé quand j'étais donc à la fac pendant 3 ans, et là t'es travailleur indépendante, donc c'est quand même des statuts professionnels précaires, et voilà, je me suis jamais dit que je voulais absolument faire une petite famille et que c'était ma raison de vivre, mais je me disais bon, pourquoi pas, c'est une opportunité qui me plairait. Et clairement, si t'es travailleur indépendant, quand tu fais un bébé, t'as pas grand chose, quoi. Voilà. T'as une compensation financière qui est plus élevée que ce que c'était pendant ces réflexions-là il y a 20 ans, mais ça reste quand même hyper précaire. Et puis pareil, si tu te blesses juste avant ta saison d'été, oui, tu peux avoir des compensations avec ton assurance, mais ça rattrape pas ta saison. Si tu veux faire un prêt pour acheter une maison, avoir un bien immobilier, pas être en location toute ta vie, c'est compliqué au niveau des banques pour justifier tes revenus. C'est pas des gros revenus, quoi. Monitrice d'escalade, guide haute montagne, monitrice de ski alpin. Donc clairement, non, c'est des statuts qui me semblaient trop précaires, et là de rentrer dans l'armée de terre, moi je devenais fonctionnaire. J'ai toujours été fonctionnaire au final. Ça fait 17 ans que je suis fonctionnaire. Comme mes parents, peut-être. L'histoire se répète. Mais non, clairement, il y avait un besoin de sécurité financière. Ma maman m'a toujours dit passe des diplômes, le monde professionnel pour les femmes c'est difficile, surtout dans le milieu du sport, et puis assure ton indépendance financière juste pour avoir le choix de ton partenaire de vie, le choix de faire des enfants quand tu veux, quand t'es prête et si t'en as envie vraiment, juste avoir le choix en fait et gagner de l'argent et avoir une situation professionnelle un peu sûre, c'est avoir le choix et avoir du coup la liberté. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas exercé de façon indépendante. Mais je l'aurais fait si j'avais pas eu ces opportunités, on va dire, avec l'armée, etc. Mais à choisir, ouais, j'ai largement choisi la fonction publique, quitte à gagner beaucoup moins, parce que à l'armée de terre, j'étais donc au début 2e classe, 1re classe, caporal-chef. Ça, c'est des salaires. Moi, quand j'ai quitté l'armée au bout de 7 ans, j'ai gagné 1 350 € par mois.
Autant dire que pour vivre à Chamonix, c'était clairement pas suffisant, et pourtant, j'allais pas au resto tous les soirs, hein. Mais ouais, 1350, ça me suffisait pas. Et quand j'ai demandé à monter en grade, à passer sous-officier, et on m'a fermé toutes les portes et toutes les possibilités d'évolution professionnelle, voilà, au niveau de ma hiérarchie. Donc c'est pour ça que j'ai quitté l'armée, entre autres, hein, d'ailleurs. Hein. C'est parce que je pouvais plus progresser, et on m'a tout bouché, quoi. Donc j'ai quitté l'armée pour rejoindre la police nationale, où j'ai pu tout de suite devenir sous-officier. Et donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi, ouais. Bah, clairement, oui, il y a eu bien sûr que j'aime mes jobs, mais il y a aussi un intérêt, on va dire, professionnel, financier. Bah oui, parce qu'il faut quand même bien manger, quoi. Il y a la réalité, hein. Ouais, et puis surtout que j'ai halluciné, comme Chamonix est une ville ultra chère, j'ai trouvé ça dingue. Le prix de l'immobilier là-bas, c'est juste une folie. Ça, ouais. Donc j'imagine que 1300, c'est un peu léger. Ok, y a un sujet dont on n'avait pas parlé la dernière fois, mais enfin, c'est une petite question. Je t'ai entendu encore le dire là. Tu parles de course en montagne pour quelqu'un comme moi qui fait du trail. Une course, tu mets un dossard, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est qu'une course? Oui, c'est vrai. Non, bah en alpinisme, quand on dit qu'on va faire un sommet, une sortie, on appelle ça une course en montagne. Voilà, mais on n'a pas de dossard. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une notion de rapidité et de vitesse, même s'il n'y a pas de notion de concurrence avec d'autres participants. C'est-à-dire que quand on part pour une course en montagne, effectivement, l'adage c'est partir tôt, rentrer tôt. Partir tôt quand la neige est dure et que les ponts de neige sur les glaciers sont les plus solides au-dessus des crevasses, et puis rentrer tôt avant les risques d'orage, avant les risques de fonte, donc de chute de pierre, de casser les ponts de neige, etc. Donc c'est vrai qu'une course en montagne, il n'y a pas de notion de compétition, mais il y a quand même une notion de vitesse, ouais. D'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi le mot course, du coup, j'avais pas la ref. Ok. Du coup, tu disais qu'il faut partir tôt, rentrer tôt, mais surtout rentrer. Là aussi, quand j'ai été à Chamonix, notamment pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, j'ai découvert quelque chose qui est les morts en montagne. Tu vois, peut te paraître un peu bizarre, mais quand tu habites en Bretagne, si tu veux, à la radio, t'entends pas tous les jours accident en montagne, chute de pierre en montagne. Alors que quand tu es à Chamonix, là, tu écoutes la radio locale, tu entends ça régulièrement. Et en fait, tu dis mais en fait, ça arrive beaucoup plus souvent que je l'imaginais. Quand tu es dans ce milieu, tu connais forcément des gens qui malheureusement ne rentrent pas. Comment est-ce que tu le vis, ça? Alors, donc c'est vrai qu'en habitant à Chamonix, tu perds beaucoup d'amis, de collègues. Moi, quand j'étais à Chamonix, je perdais environ un ami, collègue par saison, un hiver, un été. Donc je suis restée 10 ans, donc ça fait quand même pas mal de monde. J'ai jamais perdu de vraiment très proche, voilà, mon compagnon de vie ou mes parents ou mes enfants, voilà, ça non, mais des amis, des collègues que tu croises tous les jours et puis un jour tu les verras plus jamais, ouais, ça oui, ça m'arrivait souvent. Alors la première fois, le monde s'effondre, enfin voilà, tu t'effondres, la terre s'arrête de tourner, enfin t'es au fond du trou, tu te dis que de toute façon c'est trop con ce sport, j'arrête tout, allez, je vais faire prof comme j'avais prévu au début, et puis c'est vraiment de la connerie, et puis voilà, t'es très en colère, t'arrives pas à réaliser ce qui se passe, et puis après tu dis ouais non mais si je vais en ville et que je fais prof, de toute façon je vais m'ennuyer, de toute façon les week-ends je serai quand même en montagne, donc autant rester dans ce milieu-là parce que c'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens bien. Voilà, donc il y a tout ça, c'est toute cette partie là où tu te mets plein de nœuds au cerveau là. Et puis après le deuxième, on va dire que le processus de deuil était un peu plus connu. Donc au début t'as la colère, après tu réalises que c'est vraiment arrivé, puis t'as la colère, et puis et puis après finalement au bout d'un moment ça s'apaise, et puis tu peux penser à la personne toujours avec tristesse et avec amour, mais en tout cas de façon beaucoup plus apaisée. Et puis voilà, au bout de 5, 6 enterrements, 10 cérémonies, puis à la fin t'as plus besoin, on va dire, d'aller aux cérémonies. Moi, aujourd'hui, même si je perds quelqu'un d'assez proche ou vraiment très proche, mais je vais pas me sentir obligée d'aller à la cérémonie. Cérémonie, c'est vraiment pour les vivants qui en ont besoin, pour dire au revoir, pour réaliser que c'est vraiment arrivé, parce que c'est ça au début, hein, t'as pas envie d'y croire, quoi. Moi j'ai perdu une amie, j'en parle beaucoup dans mon livre,
dans mon autobiographie, il m'a fallu 1 an pour réaliser que je la verrais plus jamais, qu'elle était vraiment plus là en fait, parce que au début, ton cerveau, il te ment, tu vois. T'as beau être allé à la cérémonie, t'as vu le cercueil, t'as vu tout le monde, t'as vu... Bah, en fait, non, tu te dis, bah, non, mais elle est partie en vacances, elle va revenir, c'est pas possible. Elle a pas pu tomber dans une crevasse, c'est pas possible, pas elle. Et ben, en fait, si, mais voilà, il m'a fallu 1 an. 1 an après, je me suis dit, bah non, là, mon cerveau, ça y est, il avait capté que elle allait pas revenir, quoi. Et j'ai eu de nouveau un gros coup de déprime 1 an plus tard, c'était assez étrange. Voilà, donc je pense que chacun le négocie un peu à sa façon. Les premières fois, ben voilà, tu tombes vraiment de haut, puis au fur et à mesure, malheureusement, on s'habitue. Et quand un collègue m'avait dit ça la première fois, je me suis dit, mais il est horrible. Comment on peut s'habituer à l'horreur? Et en fait, si, c'est vrai, tu t'habitues au processus de deuil, tu t'habitues au départ, et tu t'y prépares ensuite. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, tu vois bien qu'elles prennent beaucoup de risques dans leur vie. Moi, j'étais en couple avec un alpiniste qui était guide de montagne indépendant, qui faisait des expéditions lointaines, qui faisait du parapente, qui prenait beaucoup de risques et qui voulait se mettre au base jump et s'acheter une moto. Je lui dis, bah non, là il y a un moment, c'est soit le base jump, soit moi. Moi je veux pas partager ma vie avec quelqu'un qui saute des falaises avec un petit parapente dans le dos, et c'est une des activités les plus dangereuses, et qui en plus achète une moto, enfin c'est quand même, on cumule les risques en fait. Faire de la moto c'est ok, mais faire de la moto, plus des expéditions himalayennes, plus travailler en guide indépendant à l'année à Chamonix, plus faire du base jump, enfin voilà, ça commence à faire beaucoup, et voilà, j'ai pris le choix de pas partager ma vie avec cette personne-là. Voilà, on peut s'y préparer aussi aux accidents, psychologiquement. Donc voilà, tout ça fait que, bah, au bout d'un moment, tu gères mieux, et puis surtout, tu acceptes mieux la mort. C'est-à-dire que moi, quand ma mamie, elle a eu le Covid, elle était en EHPAD depuis 5 ans, elle avait Alzheimer. Et en fait, moi, je lui avais déjà dit au revoir à ma façon. Dans le fond de mon cœur, je lui avais déjà dit au revoir il y a 5 ans quand elle a commencé à partir avec la maladie. Voilà. Et puis là, bah 5 ans plus tard, franchement, ça ressemble à rien. C'était un légume. Ils maintiennent les personnes âgées en vie. Enfin, et là, elle a eu le Covid, et ça l'a, bah pour moi, ça l'a libérée. Et j'étais vraiment, en fait, pour elle, j'étais vraiment heureuse pour elle qu'elle ait pu partir. Et puis du coup, elle a pas souffert. Et puis je voyais autour de moi ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousines qui étaient désespérées, dévastées. Enfin, c'était la fin d'une période, la mamie est partie, leur enfance était finie. Enfin, bah non, en fait, elle est partie dans le calme, elle est partie dans la douceur, et en fait, c'est cool, quoi, non? Puis elle est partie à un certain âge quand même, elle avait pas 22 ans, hein. Donc je pense qu'il était temps quand même aussi. Et moi, j'étais vraiment en fait, quoi, pour elle, j'étais contente pour elle. Et je voyais bien qu'autour de moi, la mort, ça avait encore une dimension très tragique, alors que ben parfois, ça peut avoir quand même une dimension un peu de fête quand ça se passe quand voilà, il était temps, on est en fin de vie, et que la personne, elle en a juste un petit peu marre, et qu'elle est plus, voilà, elle est plus apte à profiter de la vie, il y a plus besoin. Après, c'est vrai que quand c'est des jeunes de 20 ans, ben ça fait tellement mal que quand tu vois des personnes de 85 ans, oui, c'est ça, 85 ans, ma mamie, je crois. Bon bah, c'est plutôt chouette, quoi. Elle en a quand même bien profité. Voilà, et il était temps, et je pense que c'était une bonne chose pour elle. Donc on a un rapport un peu moins tragique de la mort. Moi, j'étais un peu choquée pendant cette période Covid où, en fait, cette injonction à être en bonne santé, dès qu'on toussait, on était mis au banc de la société, il fallait se cacher derrière un masque, j'ai trouvé ça assez violent et assez extrême quelque part. Là, c'était l'extrême inverse, cette injonction à la vie et à la bonne santé. Alors que non, la mort c'est aussi dur, mais c'est aussi là. Ouais, j'en ai déjà parlé sur ce podcast. C'est aussi un moment que j'ai mal vécu, cet isolement, ce fait d'être un peu reclus de la société, et qu'on te regarde de travers quand tu as le malheur d'avoir chopé une mouche au fond de ta gorge qui te fait tousser. Et ouais, je te rejoins là-dessus. Est-ce que pour tes collègues et toi, ça change quelque chose le moment où tu as des enfants? Alors moi, ça m'a pas changé grand-chose parce que j'avais déjà pas envie de mourir en montagne. J'avais déjà largement, on va dire quand j'avais 20 ans, j'étais attirée par le sport, l'alpinisme de haut niveau, les grandes fasses, les expéditions lointaines. Là, j'étais prête dans ma tête à mourir en montagne, vraiment. Ma maman aussi, je crois, était prête. Elle se disait bon bah de toute façon là, elle fait son truc à fond. Ça se trouve, un de ces quatre, elle va pas revenir. Elle s'était vraiment préparée à ça. Bon bah il se trouve que j'ai eu de la chance aussi dans mon parcours. Il y a de la gestion du risque, mais il y a aussi de la part de chance quand même. Et j'ai jamais eu d'accident en montagne au final.
Je me suis jamais blessée, donc c'est assez incroyable. Tu t'es déjà fait peur? Pardon? Tu t'es déjà fait peur? Ah oui, j'ai déjà vu des grosses avalanches partir en Himalaya, j'ai déjà vu des frigos, ce qu'on appelle des frigos, c'est des pierres de la taille d'un frigo qui passent à côté de toi. Voilà, j'étais pas toujours au bon endroit au bon moment, mais j'ai clairement eu de la chance. D'autres un peu moins, quoi. Et puis voilà, et puis j'ai arrêté l'alpinisme de haut niveau, puis voilà, je me suis déjà un peu calmé parce que j'ai perdu beaucoup d'amis, parce que en quittant les groupes d'élite, j'ai perdu l'opportunité de pouvoir m'entraîner aussi facilement et d'avoir un super niveau technique et de pouvoir partir pour n'importe quelle course ambitieuse. Donc c'est vrai que j'avais déjà un petit peu arrêté on va dire le haut niveau et ses grandes ambitions. J'étais partie déjà plus dans un mode de partage, de transmission avec le métier de guide, le métier de formatrice en montagne pour les chasseurs alpins et ensuite pour les policiers. Et puis maintenant avec la casquette en plus de secouriste en montagne, donc en Savoie, c'est vrai que t'es plus du tout dans la performance là, parce que s'il y a vraiment bien une chose qui est importante quand tu fais du secours en montagne, c'est de pas être dans la performance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de super-héros quand tu fais du secours en montagne. C'est vraiment un travail d'équipe, ça a rien à voir, quoi. Quand on fait appel à toi, c'est que déjà la situation est compliquée, donc toi tu peux pas te permettre d'être borderline, quoi. Il faut être vraiment niveau sécu, il faut être blindé, il faut être sûr de soi. Non, on fait au mieux, mais il faut être blindé au niveau sécu, quoi. Le but c'est vraiment de ramener tout le monde à la maison. On n'est plus du coup dans les mêmes objectifs que quand on tente des grandes voies dures, des grandes phases, des grandes expéditions lointaines. Donc non, j'étais déjà vraiment dans une pratique plus sécu, plus safe, plus tranquille, on va dire. Et donc ouais, l'arrivée de la petite, ça me suis pas dit il faut que je fasse encore plus attention, quoi, parce que j'ai l'impression de faire déjà quand même très attention, mais sans pour autant envie de tout arrêter. C'est-à-dire que c'est sûr que si je voulais faire encore plus attention, j'arrête tout, je monte pas dans un hélicoptère, j'arrête de faire guide de montagne et je fais prof. Là c'est sûr que je fais très attention. Donc c'est un équilibre entre oui, avoir un métier à risque et puis quand même s'éclater au quotidien. Donc là encore je pense que ma petite j'essaye de la préparer d'une certaine façon. Mon compagnon il connaît aussi mon job et ses risques, c'est-à-dire que moi j'essaye de transmettre à ma petite que déjà je m'éclate dans mon métier et ça me plaît beaucoup et j'ai très envie d'aller travailler, et puis aussi que je suis pas sa seule référente. Bien sûr que je suis sa maman et bien sûr que de maman n'en a qu'une, mais elle peut aussi faire confiance à son papa si elle a quoi que ce soit, à ses voisins, aux grands-parents. Enfin on a tout un entourage, voilà, il y a toute la société. J'aime beaucoup le dicton il faut un village entier pour élever un enfant, c'est-à-dire qu'on peut chacun apporter un petit quelque chose à un enfant et que la maman c'est pas le seul référent pour un petit, quoi. Et ça c'est pas facile à mettre en place parce que la société elle nous dit que en tant que maman on est quand même responsable de l'éducation de notre petit, c'est à nous de mettre plein de choses en place et qu'on est la personne principale pour le bébé, etc. Alors oui c'est vrai, les premiers mois là, les 10 premiers jours là, je peux pas dire le contraire, hein, il est pendu au sein le bébé là et il a besoin de sa maman, c'est clair. Et mais encore s'il y avait pas sa maman parce que pour des raisons pratiques ou de santé, il est possible de prendre soin d'un enfant, de le mettre dans des bras, d'autres bras, et puis de l'élever de cette façon. Un enfant, il a besoin d'attention, il a besoin d'amour, il a pas besoin forcément absolument de sa maman. C'est pas voilà, à mon avis, c'est pas le seul pilier. Donc voilà, j'essaye de préparer au pire, on va dire, de cette façon-là, en expliquant à ma petite que oui, je fais un métier dangereux, que oui, je m'éclate, et que oui, il y a pas que moi sur Terre, et qu'elle peut faire confiance à plein d'autres personnes. Voilà. On verra si ça marche, mais j'espère surtout qu'il va rien m'arriver. Je te le souhaite aussi, évidemment. Dans le genre, j'aime bien la citation « On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Tu vois, je trouve ça très vrai, quoi. Ça dépend de ton entourage, qui tu es. Et j'ai reçu Frédéric Souchon, tu dois peut-être connaître, qui est au PGHM de Chamonix, dans l'épisode 198 du podcast, et on parle justement beaucoup de ces sujets de la mort, des risques, parce que quand tu montes dans un hélico pour aller chercher quelqu'un tous les jours, tu mets un petit peu ta vie en jeu pour celle des autres. Et en ce qui concerne l'entourage, dans ton livre, tu racontes une petite anecdote que j'ai trouvée très sympa sur ta maman qui te disait de lui raconter où tu avais été, mais pas où tu allais.
Ouais, c'est vrai. Une fois, je suis allée grimper à la Pointe Percée. Ils annonçaient l'orage. Je le savais, je l'avais vu sur la météo. Donc, bon, c'était pas forcément très intelligent, mais avec mon compagnon de cordée, on s'est dit bon bah on grimpe, puis quand on voit que ça arrive trop l'orage, on descend en rappel, et puis voilà, comme ça on rentre au refuge avant l'orage. Bon, sauf que ce qu'on savait pas trop, c'est qu'à la Pointe Percée, dès qu'il y a l'orage, il est d'abord sur la Pointe Percée, donc c'était pas très malin. Mais bon, de fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait les rappels sous la pluie et quand il y a eu vraiment l'orage, on a réussi à être au refuge, donc en sécurité. Et puis moi, c'était évident que j'allais pas rester sous l'orage. Quand il y avait l'orage, voilà. Et du coup, je n'ai pas pensé à prévenir ma maman et j'avais pas de portable à l'époque. Mais j'étais au refuge, j'aurais pu lui donner un coup de fil et j'ai pas pensé. Je me suis dit, bah c'est évident, on va pas rester dehors alors qu'il y a l'orage. Et du coup, le soir, quand je suis rentrée, je me suis pris une grosse engueulade parce qu'elle s'était fait vraiment hyper inquiète. Elle a vu l'orage, elle pensait qu'on était encore en train de grimper. Et donc elle m'a dit, à partir de ce moment-là, si c'est comme ça, tu me dis quand t'es rentré, tu me racontes ce que t'as fait parce que ça m'intéresse, mais je veux pas savoir ce que tu vas faire parce que sinon je me fais trop de soucis, quoi. Et donc à partir de là, effectivement, je lui disais plus où j'allais, mais je lui disais où j'étais allée. C'était un peu sa façon de se protéger, c'était un peu notre terrain d'entente. Et encore une fois, là, sur cette gestion du risque et cette acceptation du risque, tu parlais de Fred Souchon, lui, il travaille au PGHM de Chamonix. Et moi, j'ai fait le choix délibéré de pas rentrer en gendarmerie, et parce que je voulais absolument pas être secouriste dans le massif du Mont Blanc, parce que c'est un petit massif, mais qui est très raide, et il y a beaucoup d'accidents, parce qu'il y a beaucoup de monde, et donc l'altitude est élevée, donc au niveau des vols, l'aérologie, vol hélicoptère, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Enfin, tout ça pour dire qu'être secouriste dans le massif du Mont Blanc, c'est quand même plus compliqué qu'être secouriste en Savoie. Enfin, moi, je trouve qu'il y a plus de risques. Et voilà, j'ai décidé de modérer les risques en n'étant pas secouriste dans le massif du Mont Blanc, par exemple. Voilà, donc même en prenant des risques, il y a moyen encore de mettre le curseur où on veut et de modérer sa prise de risque. Donc voilà, Fred, il a fait le choix d'être dans le massif du Mont Blanc. Mais c'est sûr que c'est pas pareil que d'être dans le massif de la Savoie. Ça, c'est clair. Ouais, c'est une sacrée vie quand même. Moi, j'ai été, en plus, avec Fred, on a enregistré un super épisode. Enfin, il est bourré d'anecdotes, ce garçon. Et en fait, j'aurais dû lui mettre un micro-cravate discrètement parce que, en fait, l'échange, il a duré 1 heure, mais on a parlé pendant plus de 3 heures en réalité, et il m'en a raconté encore d'autres. Et j'étais frustré de ne pas les avoir en enregistrement parce que, en fait, t'en vis des choses. Et des aventures, et puis et pas que dans le métier d'ailleurs, parce que souvent, tu le sais mieux que moi, les gens qui pratiquent ce genre de métier, ils ont aussi une activité de loisir qui est débordante et avec plein d'aventures. Et justement, est-ce que toi, il y a quelque chose qui, tu vois, un espèce de Graal, un truc, tu vois, un petit peu comme un footeux qui rêverait de gagner la Coupe du Monde et il dit, ça y est, une fois que j'ai fait ça, j'ai gagné, je peux mourir tranquille. Est-ce que toi, il y a quelque chose comme ça qui t'attire, un espèce de Graal? Je dirais non parce que en fait c'est infini. Si tu veux, quand j'étais dans ma spirale, on va dire d'ascension, d'alpinisme de haut niveau et d'ascension engagée, en fait c'est infini. Il y en a toujours une, encore une, encore une, encore une. Et puis il y a un moment, soit tu te dis bon, on va se calmer et puis on va essayer de passer à un petit peu autre chose. Ou sinon tu cours toujours après encore un Graal, encore une voie un petit peu plus dure, une voie un petit peu plus loin, une voie un petit peu plus engagée, plus extrême. Et en fait c'est infini, quoi. Donc voilà, donc non, là je dirais qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de faire des belles ascensions avec des copines, avec des clients, et puis c'est déjà pas mal, quoi. Et que non, là c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai là tout de suite en plus, tu vois, j'ai pas envie, mais mais non, c'est vrai que j'ai fait un peu ce deuil de l'alpinisme de haut niveau j'ai mis longtemps, hein, parce que tu t'arrêtes pas une carrière d'alpiniste de haut niveau comme ça, parce que c'est tellement d'entraînement, de travail pour accéder à ce niveau technique que c'est dur de tout arrêter et de se dire ouais, non, faut que je passe à autre chose, hein. Il m'a fallu une bonne dizaine d'années, mais en quittant le GMHM, clairement, je suis partie déjà dans cette démarche de dire non, l'alpinisme de haut niveau c'est trop dangereux, j'ai perdu trop d'amis et puis c'est trop
d'entraînement, de sacrifice et en plus être une nana là-bas dedans, c'est tellement dur de se faire sa place et d'être crédible et d'être voilà, ça m'a un peu fait baisser les bras quoi, toutes ces difficultés là qui se dressaient. Je me trouvais que j'avais déjà fait pas mal rien que de rentrer au GMHM, rien que de réaliser quelques grandes courses et puis que je laisserai faire les suivantes pour aller pousser un peu plus loin le niveau, mais moi je me sentais plus de le faire. Donc non, il y a plus de course après le Graal, de course après la course la plus dure, parce qu'il y en a toujours une encore plus dure. Ouais, c'est vrai. Et puis et puis en plus, le fait de ne pas avoir comme ça de Graal, je trouve que derrière tu subis pas ce vide de qu'est-ce qu'il y a maintenant. Tu vois, moi j'ai un Graal, hein, et je sais pas comment. Tu vois, je me prépare déjà une fois que je l'aurai fait. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la Diagonale des Fous. Tu vois, c'est un rêve depuis que j'ai 15 ans peut-être. Je regarde ça avec des yeux tu vois, d'enfant, et là j'en ai 35 et je l'ai toujours pas faite parce que j'ai envie de la faire, mais bien quoi. Et je me dis, mais une fois que je l'aurai faite, enfin, il va falloir trouver un autre rêve quoi. Et en fait, le fait de pas avoir de Graal comme ça, bah justement, ça t'affranchit de ça. Et c'est un syndrome qui est vraiment connu, hein, ce sentiment de vide derrière. Ouais, alors je me souviens quand j'étais en terminale, j'avais un prof de philo qui était vraiment chouette, parce que la philosophie c'est seulement une année, c'est que la terminale, c'est dommage, hein. Et il disait, ben voilà, quand on a une passion, en fait, le mot passion, ça vient de passif. Et quand on est passionné par quelque chose, on est complètement dépendant de cette activité. Moi, déjà, je faisais de l'alpinisme, mais quand il m'a parlé de ça, ça a vraiment résonné. Je dis, bah ouais, moi, je suis complètement passionné d'alpinisme. Si je peux pas être en montagne, je suis pas bien. Si je dois rester dans la vallée en bas pour aller à l'école et tous ces trucs-là, ça me met super mal. J'étais clairement complètement mordue d'alpinisme. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, faut quand même que je fasse attention à pas être trop passive de cette passion, parce que sinon ça va me bouffer. Et donc ça m'a bouffé quand même, hein, pendant quelques années, mais ça m'a aussi permis d'avoir un super niveau technique, donc de pouvoir prétendre à ces professions qui sont exceptionnelles et qui sont passionnantes. Et donc du coup, je regrette pas non plus d'avoir été passionnée pendant quelques années, mais c'est vrai qu'il faut réussir à en sortir et de pas rester complètement passif de cette passion, parce que bah sinon déjà l'alpinisme, c'est le tarif, tu peux en mourir, hein, évidemment, hein, c'est quand même un sport qui est pas anodin, et puis ça te bouffe en fait, ça t'empêche de faire d'autres choses, ça peut t'empêcher, je vois par exemple les femmes alpinistes là qui ont à peu près mon âge, certaines n'auront pas de famille. Voilà, après ça, je dis pas qu'il faut absolument faire des enfants, mais elles sont tellement passionnées de montagne, à vouloir grimper, skier à gauche à droite, les expéditions indiennes, etc., que bah du coup elles n'ont pas eu le temps de se poser la question, ou peut-être qu'elles vont le faire plus tard, je sais pas. En tout cas, voilà, 37 ans, moi j'ai 37 ans, voilà, j'ai eu le deuxième. Bon bah faut pas non plus trop traîner quoi. Mais voilà, elles ont pas pris le temps de se poser la question si ça vraiment ça les motivait, parce que quand t'as cette passion là qui te dévore et qui t'emmène faire ces expéditions, une ascension après l'autre, ben en fait peut-être que tu passes à côté de ça. En tout cas, moi c'est sûr qu'aujourd'hui là, les 2 enfants, je regrette absolument pas, et même si c'est du job et que je suis passée sous une dameuse il y a 10 jours, ce serait à refaire, on referait, hein. On est complètement tarés, mais c'est tellement chouette quoi d'avoir cette chance de pouvoir fonder une petite famille, que voilà, je sais pas ce qu'elles en pensent, on n'a pas vraiment l'occasion d'en discuter, mais je vois qu'elles sont passionnées et je vois qu'elles peuvent rien faire d'autre, et ça te rend finalement un peu prisonnier de ton activité. Voilà, donc c'est pas évident d'en sortir, ouais. Je pense que moi j'ai mis une bonne dizaine d'années, clairement. Mais aujourd'hui ça va mieux, ouais. Je peux pratiquer l'alpinisme, pas sans passion, parce que j'adore être là-haut, ça me fait du bien, mais c'est vrai que je suis moins mordue qu'avant. Si vraiment il y a des super conditions, il a neigé 50 cm de poudreuse et que je peux pas y aller parce que bah professionnellement je suis coincée, ou la petite est malade et que je dois rester à la maison, ou je sais pas, et ben ça va, voilà, je vais quand même passer une bonne journée. Alors que bon, il y a pas si longtemps que ça, je l'aurais quand même super mal vécu, hein. C'est vrai que c'est difficile, hein, quand tout tourne autour de sa passion, de son sport, d'en quitter, et tout son entourage gravite uniquement autour de ça. Enfin, tu vois, ta famille aussi, c'est pareil. Ça, c'est pas évident de déconnecter, de faire complètement autre chose. On en a parlé un petit peu au début de notre échange, mais je voudrais revenir un petit peu sur ton livre, Briser le plafond de glace. Pourquoi avoir écrit un livre, et comment tu t'y es pris pour l'écrire? Alors le livre, bah ça faisait longtemps que j'avais envie de partager mon quotidien. Donc j'ai utilisé les réseaux sociaux à partir de 2012 avec Facebook.
Là, à ce moment-là, je suis instructeur montagne à l'école militaire de montagne et je trouve que j'ai un métier de dingue. Enfin, du lundi au vendredi, j'emmène des chasseurs alpins, des mecs entraînés, des mecs motivés, des stagiaires de super niveau technique et puis je fais des courses dans le massif du Mont Blanc du lundi au vendredi et ça, c'est mon job. Et ça, c'est mon quotidien. Et je trouve ça tellement fou que j'ai envie de le partager, voilà, et parce que je vois que ça plaît à plein de monde, ça résonne à plein de monde et donc du coup, je partage mes petits posts. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir ces petites problématiques, on va dire, en tant que femme dans ces milieux-là. Et puis je les partage aussi. Et voilà, donc j'ai toujours eu à cœur de partager à l'aide des réseaux sociaux mes réflexions, mon quotidien que je trouve encore une fois incroyable. Et puis ensuite il y a Charlie Buffet, donc le responsable des éditions de la collection Guérin dans les éditions Paulsen, qui a déjà publié pas mal de livres sur les femmes en alpinisme, qui me dit ben voilà, on est bien conscient qu'on a une belle collection sur l'alpinisme dans la collection des Guérin, mais on n'a pas assez de femmes parce qu'elles sont invisibilisées, on n'a pas assez de femmes qui se sont exprimées, et puis je crois que toi, tu as des choses à raconter. Donc voilà, si tu voulais écrire ton autobiographie, on te publie. Ouais, donc là, il m'a un peu botté les fesses pour écrire, et j'ai pas réussi à trouver le créneau jusqu'au confinement, là, en 2020. Donc là, mon compagnon, il m'a dit, bon, écoute, je garde la petite 3 heures par après-midi, et toi, t'écris. Et puis, un mois et demi après, voilà, il y avait un livre. Trop bien. C'est quelque chose d'émouvant de le voir après dans les librairies, de voir en plus, il y a des belles photos dedans. Et ça doit être quelque chose quand même de voir son travail, parce que c'est un travail qui est long, qui financièrement rapporte pas grand-chose, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même un objet qui reste sur son histoire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi alors moi, ça me parle, ça, tu vois, le fait de transmettre aux futures générations, que ce soit sa famille, peut-être même les autres, quelque chose qui reste de soi. Et le bouquin, je trouve qu'il n'y a pas plus bel objet pour le faire. C'est aussi pour ces raisons-là que tu l'as fait. Oui, j'avais envie de partager. Alors c'est sûr que les réseaux sociaux c'est un super outil parce que moi je trouvais quand j'étais à mon meilleur niveau en alpinisme, je trouvais que j'étais pas vraiment mise en avant par les journalistes ou quoi que ce soit. J'avais l'impression que des gars qui faisaient la même chose que moi, voire moins, ils avaient plus de publications, plus de sponsors, et voilà, j'en en parlais déjà tout à l'heure. Et les réseaux sociaux, ça permet de s'emparer d'un espace médiatique, en fait, sans avoir besoin que les journalistes s'intéressent à toi, sans avoir besoin que des journalistes retranscrivent ce que tu as dit, mais de façon pas forcément très juste. Donc, les réseaux sociaux, tu t'exprimes directement, et puis tu peux, voilà, vraiment créer ton espace médiatique. Et ça, c'était vraiment pour moi un bel outil. Et le fait de voir le livre, oui, ça va un petit peu plus loin, ça va toucher d'autres gens. Et puis surtout, en tant qu'alpinisme, la collection Guérin, c'est les petits livres rouges de la montagne, c'est des petits livres qui sont partout dans les refuges. C'est un peu la collection de référence pour un alpinisme. Enfin, avoir son histoire dans la collection Guérin, en tant qu'alpiniste, c'est une belle consécration, c'est clair. Ouais. Voilà, Albin Michel, c'est bien, mais mais pour un alpinisme, collection Guérin, c'est beaucoup mieux. Ouais. Non, si, je suis très fière d'avoir mon petit livre rouge, c'est clair. Alors, ça m'a pas demandé beaucoup de boulot, justement, parce que j'étais déjà vraiment dans une démarche de partage et puis de réflexion et avec ces réseaux sociaux. Donc, en fait, j'ai juste, on va dire, compilé un petit peu tout ce que j'avais déjà un petit peu imaginé dans les 20 dernières années. Et puis, j'ai mis ça sur du papier. Non, ça a été assez rapide. Hein. Écoute, encore une fois, je mettrai le lien dans la description. Je viens tout juste tu vois, c'est assez marrant parce que je pense que au bout de plus de 220 épisodes, je commence à avoir une horloge interne qui me dit le temps que je viens de passer avec mon invité. Et j'étais pas sur notre page de notre tu vois, du support d'enregistrement. Et je viens de regarder, on est à 1h01 d'enregistrement. Donc je vais te poser la question traditionnelle de fin d'épisode qui va clôturer. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange ? Écoute, on a bien fait le tour là. Hein. Non ? On peut parler un peu plus de Lead the Climb ? Du coup, on n'en a pas trop parlé. Le club CAF, là, du coup, vas-y.
On propose 150 journées par an, des journées de formation avec des femmes guides de préférence. Et c'est des groupes de femmes et on va de débutantes, pardon. C'est pas facile de s'approprier le féminin général, de débutantes à plus expertes. Il y a tous les niveaux et il y a plein d'infos là sur notre site internet. Et c'est important de l'appeler lead the climb, comme le leadership. Le leadership, c'est quand même un mot que tu peux pas traduire en français. Et c'était une notion qui était vraiment importante et qu'on avait envie de s'approprier en tant que femme alpiniste. Et puis ça va même plus loin. Je trouve ça chouette sur les réseaux sociaux quand maintenant je vois des femmes qui ont fait une course en montagne et qui mettent #lead the climb parce qu'elles disent voilà, non seulement j'ai fait une course en montagne, mais en fait je l'ai faite en leader cette course-là, et ça a une autre saveur quand on fait une course en leader. C'est-à-dire qu'une course en montagne, c'est chouette quoi, c'est dément, c'est comme manger un bon cookie. Mais une course en montagne en leader, c'est comme manger un cookie mais avec des pépites de chocolat. C'est vraiment une autre saveur. C'est-à-dire qu'on a pris des décisions. Si ça marche, on le doit qu'à soi-même. Si ça marche pas, on peut n'en vouloir qu'à soi-même. Et c'est beaucoup plus gratifiant et valorisant. Voilà, c'est ça Lead the Climb. Ça fait 4 ans que ça existe. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert dans ton livre, justement, cette notion de prendre le lead, d'être en avant-poste, qui ça avait vraiment une autre saveur que de simplement, entre guillemets, suivre celui qui est devant. Ouais. En tout cas, il y a plein de belles choses à découvrir dans le livre. Ouais, les pépites de chocolat, j'adore. Ça y est, j'ai faim. Il y a plein de belles choses à découvrir dans ton bouquin, et donc encore une fois, je mettrai le lien dans la description. Et puis pour tous ceux ou toutes celles du coup qui s'intéressent d'aller faire un petit stage en montagne ou un grand stage en montagne, je mettrai là aussi le lien dans la description direct pour pouvoir aller regarder ça. Merci beaucoup Marion pour ton temps. Merci d'avoir accepté de refaire notre enregistrement. Et puis écoute, je te souhaite plein de bonheur avec maintenant à 4 et aussi plein de belles aventures en montagne, en tant qu'instructrice, en tant que ce que tu veux. Je te souhaite plein de bonheur et merci encore pour tous ces moments de partage, et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.